pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Lancement d'une série de forums dans 7 régions du Sénégal. L'initiative est du ministère de l'Intégration africaine du NEPAD et de la bonne gouvernance. Objectif, créer un cadre d'échange avec les populations sur les questions et les défis de la gouvernance. Ouverture hier au Gabon du Forum national sur le pétrole et le gaz. La rencontre s'est achevée ce jeudi avec l'ambition pour le gouvernement et les acteurs du secteur d'inviter de nouveaux investisseurs à s'intéresser au bassin sédimentaire du pays. Des questions et des émotions après la fusillade d'hier au Canada. 24 heures après les faits, l'atmosphère reste très tendue dans la capitale canadienne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est sur le Gabon que nous ouvrons ce journal avec le Forum national sur le pétrole et le gaz. La rencontre des acteurs du secteur ouverte hier à Libreville par le gouvernement s'est achevée avec l'ambition pour le Gabon d'inviter de nouveaux investisseurs à s'intéresser au bassin sédimentaire du pays. Le compte rendu d'Ismaël Obianzé et de Thierry Mensa. La promotion du domaine des hydrocarbures au Gabon était au cœur de ce premier forum national du pétrole et du gaz. Pendant 2 jours de débat, les acteurs du secteur ont appris de l'administration compétente les opportunités dont dispose le bassin sédimentaire du Gabon. Le secteur pétrolier, qui n'emploie pas un grand nombre de personnes sur le plan local en raison de sa complexité, s'est investi dans la formation des cadres de demain. Ce type de forum est fait pour expliquer au monde de l'industrie les potentialités recensés dans notre domaine pétrolier et gazier et les inviter à nous accompagner pour la mise en valeur de ces potentialités. Le forum a par ailleurs permis de savoir qu'en dehors du pétrole, le Gabon peut compter sur le gaz. Les dernières découvertes nationales seraient à ce sujet intéressantes. Le dernier inventaire que nous avons fait démontre qu'il y a au Gabon un potentiel gaz qui a été évalué à 4 TCF, pour lequel aujourd'hui nous devons réaliser un marché national qui pourra fournir la production d'électricité, certes, comme c'est déjà le cas à Port-Gentil, Libreville, Ambo et Gamba, mais également la pétrochimie, les nouvelles usines de Port-Gentil, mais aussi d'autres usines consommatrices de gaz, telles que la transformation du minerai de fer dans le futur. Le Gabon ambitionne de développer un marché intérieur du gaz, sans doute pour mieux maîtriser ses coûts qui restent depuis des décennies fixés par le marché international. Et le Premier ministre gabonais réaffirme la volonté du chef de l'État à faire du secteur des hydrocarbures un secteur important de l'économie nationale. Écoutons le professeur Daniel Onaondo sur des propos recueillis à Libreville par Ismaël Obianzé. Les ambitions pour le Gabon que nourrit le président de la République l'ont amené à retenir dans le plan stratégique Gabon émergent la redynamisation du secteur pétrolier afin de renforcer sa contribution au développement inclusif de notre pays. Le Forum national sur le pétrole et le gaz s'inscrit à l'aune de cet élan réformateur. C'est l'occasion que se donne la République gabonaise pour présenter au monde entier les évolutions opérées dans le secteur depuis 2009. Comme vous le savez, les hydrocarbures continuent d'occuper une place importante dans l'économie gabonaise. Cette composition sectorielle, inchangée depuis des décennies, ne s'est malheureusement pas accompagnée d'une transformation de notre économie. Elle n'a pas produit des effets escomptés, aussi bien sur le plan du développement des fondamentaux de la croissance que de l'amélioration significative des indicateurs sociaux. Pour cela, il nous est apparu normal, depuis 2009, de faire un diagnostic exhaustif du secteur afin d'en évaluer les insuffisances et de proposer des évolutions nécessaires pour non seulement améliorer les relations avec les investisseurs, mais aussi et surtout optimiser la production et les revenus générés.
D'un forum à un autre, le ministre sénégalais de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance a procédé au lancement d'une série de forums dans 7 régions du pays: Dakar, Diourbel, Louga, Matam, Tambacounda, Kaolack et Kédougou. L'objectif est de créer un cadre d'échange avec les populations sur les questions et les défis de la gouvernance. Louis-Tina Sagnan, Bendambay et Antoumar. La bonne gouvernance doit cesser d'être un discours de l'élite pour devenir progressivement l'affaire du citoyen, selon le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance. À travers une série de forums, l'autorité cherche à traduire les principes et valeurs de bonne gouvernance dans les préoccupations et aspirations matérielles quotidiennes des Sénégalais. La ville de Guédiawaye ouvre le bal. Aujourd'hui, la bonne gouvernance, c'est comme si c'était un concept élitiste. Et il fallait donc d'abord que ça soit un concept qui soit proche des citoyens. Nous sommes venus ici donc pour lancer une série de forums qui permettront à faire d'abord un travail de partage. Nous voulons construire avec les populations qui doivent elles-mêmes jouer le rôle du contrôle citoyen. C'est en cela donc que nous attendons beaucoup de ce forum et nous pensons qu'à cette sortie, nous aurons des éléments qui nous conforteront, donc qui nous permettront de consolider la stratégie que nous sommes en train de revoir. Ce forum offre l'opportunité de favoriser les échanges avec les acteurs à la base sur les défis de gouvernance. Ainsi, la ville de Guédiawaye, de par ses autorités administratives, accepte le défi et promet d'accompagner l'initiative. Avant même que ce concept de bonne gouvernance ne voit le jour au Sénégal, ça a toujours été, en tout cas, une philosophie de travail ici au niveau de la collectivité. C'est pourquoi ce ne sera pas chez nous pas du tout compliqué pour continuer dans cette même démarche, mais surtout essayer de donner à ce concept la vision de Monsieur le Président de la République, exprimée, mais en tout cas matérialisée dans des actes que la ville se propose de prendre ici en relation avec les acteurs de base. Gouverner autrement, c'est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d'influence. C'est mettre l'intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. Et sur un tout autre décor, en Tunisie, des échanges de tirs ont eu lieu entre la police et un groupe terroriste près de Tunis aujourd'hui. Des échanges qui interviennent dans un contexte très particulier, à 3 jours des élections législatives. Coup de projecteur à présent sur 2 associations à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, d'où est partie la révolution tunisienne. Sidi Bouzid, berceau de la révolution, c'est une des étapes qu'ont choisi les membres du projet Irtiyar Tunis pour présenter leur outil. Le questionnaire a pour ambition d'aider les électeurs à savoir quels partis partagent leurs idées. Surtout pour les jeunes, c'est un outil intéressant. S'ils répondent à 30 questions, s'ils savent qui choisir, si la scène politique est plus claire, si les programmes des partis sont plus clairs, ils ont plus de visibilité et donc ils pourront peut-être mieux choisir et participer. Ça pourra les encourager à participer. Mais pour cet enseignant, l'efficacité du projet est limitée car les Tunisiens ne croient plus à la politique. Ils refusent la forme même des élections et leur contenu. Alors qu'ils ne sont même pas prêts à t'écouter, tu veux qu'ils aillent au café internet 5 minutes et qu'ils payent. Le peuple a rejeté l'ancien régime, etc., etc. Mais il ne sent pas qu'il est capable, en tant que citoyen, de changer la scène politique. L'association Atid, elle, essaie d'encourager les habitants à voter. Les citoyens ont des réticences. Ils ont vu après la révolution que rien n'a changé à Sidi Bouzid. Et même si la situation a quelque peu évolué, cela reste anecdotique. Ils ont perdu confiance dans la politique. Ce manque de confiance et un certain désintérêt pour cette élection se retrouvent aussi dans la capitale. Les hommes politiques sont la raison principale pour laquelle les gens ne s'intéressent pas à l'élection. Je ne vote pas parce qu'il n'y a personne. Pour qui je voterai? Qui va remettre le pays debout comme il était avant? Le peuple tunisien doit aller voter pour écarter ceux qui veulent prendre le pays avec l'argent. Face à cette crise de confiance, les efforts de la société civile sont essentiels pour sensibiliser les électeurs.
Et nous en venons maintenant à l'un des titres de cette édition, des questions et des émotions à Ottawa au Canada après la fusillade d'hier. Et on en sait un peu plus sur le profil de l'homme, l'auteur présumé des fusillades, Michael Zéal Bibo, 32 ans. Il était surveillé de près par les services de sécurité canadiens. Son passeport lui avait même été retiré 24 heures après les faits. L'atmosphère reste d'ailleurs très tendue dans la capitale canadienne. Ottawa, 24 heures plus tard, le Premier ministre canadien Stephen Harper vient se recueillir au mémorial où le soldat a été assassiné hier. À quelques mètres de là, un homme est à terre, mis en joue. Ce SDF avait traversé les lignes jaunes. Une scène qui témoigne de la tension qui règne au Canada au lendemain de l'attaque perpétrée par un jeune islamiste dans la capitale canadienne. Ces images tournent en boucle depuis hier, des tirs en rafale et la panique à l'intérieur du Parlement. Même scène de confusion à l'extérieur. Tout le centre-ville est bouclé, les commandos et les blindés en place. Dans l'actualité également, le feu vert du Parlement du Kurdistan irakien à l'envoi de renforts aux combattants kurdes. Pas de précision sur le délai des renforts. Le président turc Erdogan a autorisé le passage par la Turquie, mais pas question, selon lui, d'aide directe aux Turcs de Syrie. Les frappes de la coalition ont repris à Kobané. De violents combats se déroulent désormais sur plusieurs axes stratégiques de la ville, notamment près de la route d'Alep. Depuis plus d'un mois, les forces kurdes résistent aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique, mais désormais, l'espoir est permis. Après le largage d'armes et de munitions par les États-Unis ce lundi, ces dernières heures, le Parlement du Kurdistan irakien a donné son feu vert à une large majorité à l'envoi de Peshmerga à Kobané. Un vote symbolique pour venir en aide aux frères kurdes de Syrie. Cette décision doit permettre d'unir les Kurdes. C'est la première fois dans l'histoire kurde que les Peshmergas sont envoyés vers une autre zone. Et je voudrais féliciter le peuple kurde pour cette unité. Une coopération inédite dans l'histoire des Kurdes, grâce au feu vert inattendu lundi d'Ankara. La Turquie a autorisé le passage par son territoire des Kurdes d'Irak. Un laissez-passer avec des limites. Une coopération avec l'armée syrienne libre, ainsi que les Peshmerga, est quelque chose d'acceptable pour nous. Néanmoins, nous ne pouvons pas accepter d'apporter une aide directe au PKK et au parti kurde syrien. Des organisations indépendantistes considérées comme terroristes par Ankara. Malgré les pressions, la Turquie refuse toujours d'intervenir militairement ou de livrer des armes aux Kurdes de Kobané, de peur de les renforcer. Et le Liban qui en a marre et qui a décidé de fermer sa frontière aux réfugiés syriens. Le pays compte 4 millions d'habitants et il a déjà accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens depuis le début du conflit, de l'autre côté de la frontière. L'attente est longue. Des centaines de réfugiés syriens s'enregistrent auprès des services de l'ONU à leur arrivée à Beyrouth. Ce sont peut-être les derniers, car c'est officiel, le Liban n'accueille plus les déplacés syriens. Seule exception, les cas humanitaires, sans qu'aient été précisés les critères exacts pour que ces cas soient humanitaires. Où les Syriens peuvent-ils aller? Ils ne sont pas les bienvenus, où qu'ils arrivent. Dans les faits, personne ne nous accueille. Le pays n'a plus la capacité. Déjà plus d'1 million de Syriens sont réfugiés au Liban. Un énorme fardeau pour ce pays de seulement 4 millions d'habitants. La crise en Syrie a eu un gros impact sur le Liban. Cela a affecté sa stabilité économique avec la perte d'échanges et d'investissements et le déclin de la confiance des consommateurs. L'arrivée de personnes supplémentaires accroît encore la pression sur un pays dont les infrastructures sont déjà affaiblies. Les restrictions d'entrée au Liban ont commencé en août dernier suite à une incursion de djihadistes venus de Syrie, à Arsal. Des combats avec l'armée avaient fait des dizaines de morts. En septembre, le principal point de passage, celui de Masna, a été fermé, mais les Syriens empruntent encore des passages clandestins. Le Haut Comité aux réfugiés lance régulièrement des appels à la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide aux réfugiés syriens
mais aussi au Liban. Retour au Sénégal où pendant les fêtes, le gaspillage inquiète plus d'un. Des sommes exorbitantes sont dépensées pendant les festivités. Des alertes ont été faites pour diminuer ce gaspillage, mais en vain. Aujourd'hui, suite à la déclaration du chef de l'État, des mesures vont être prises pour parer à ce phénomène. Le compte-rendu de Mariam Mbengue Faye, Souleymane Anne et Antoumar. Au Sénégal, le gaspillage pendant les périodes festives demeure une coutume. Difficile de persuader les familles à revoir leurs dépenses pendant les cérémonies. Baptême, mariage sont entre autres les périodes qui font dépenser beaucoup d'argent aux personnes. Rivalité ou nos prises de conscience, en tout cas, ces phénomènes gagnent de plus en plus du terrain. Quand on est dans un pays sous-développé comme le Sénégal, on devrait penser à économiser plus pour compenser d'autres problèmes parce qu'il n'y a pas seulement les problèmes familiaux, il y a les problèmes sanitaires, voilà, l'éducation à financer. Donc il faudrait vraiment réfléchir avant de faire certaines dépenses. Malgré la conjoncture, certaines personnes ont du mal à limiter leurs dépenses pendant les cérémonies familiales. L'emprunt ou l'économie pendant des années, en tout cas, tous les moyens sont bons pour honorer leur famille, disent-elles. Le gaspillage peut être interprété de différentes manières. Je peux comprendre une personne qui a les moyens et qui dépense beaucoup d'argent pour sa fête. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des gens pauvres qui se tuent pendant leur fête pour dépenser beaucoup d'argent. Dans ce cas précis, c'est du gaspillage. Mais une personne ne doit faire que ce qu'elle peut. Le gaspillage, c'est la fête des femmes. Imagine qu'il peut y arriver qu'elle dépense 300 000 pour un baptême alors qu'il y a des personnes à côté qui meurent de faim. Ce gaspillage doit s'arrêter. La décision du chef de l'État est claire à ce sujet. Plus de gaspillage pendant les cérémonies. Rappelons que depuis 1967, une loi sur le gaspillage existe au Sénégal. Pour dire que fête rime avec prudence. Actualité au Mali avant de refermer cette édition. Les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, séjournent dans le pays depuis 4 jours. Objectif de leur visite, recueillir des informations sur la situation au nord du Mali. Aussi, la délégation s'est intéressée aux actions menées par la Banque mondiale dans le pays. Ce qui les a conduits dans la ferme agricole de M. Amadou Sidibé, où est installée une serre d'1 demi-hectare, une serre qui se veut très innovante pour la production des légumes et fruits en toute saison. C'est un reportage de Daouda Kamate de Cheikh Tidiane Koulibaly. En faisant un tour dans la serre agricole de l'entreprise CDB Agrotechnique située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bamako, les députés de l'OTAN ont pu s'enquérir du courage d'un homme qui multiplie les initiatives pour moderniser le secteur agricole dans son pays. Ainsi, pour les parlementaires, cet exemple doit faire tache d'huile afin de garantir la sécurité alimentaire des populations. Pour le chef de la mission, cela est un gage de prévention des crises dans un pays. Je suis absolument enchanté de ce que je vois, car il y a des vrais progrès dans l'agriculture. Il y a une production de tomates qui est très importante et je crois que c'est capital dans un pays d'avoir de quoi nourrir son peuple. Et on procède effectivement de cette manière-là, de façon à avoir une belle production et une bonne production. Réalisé avec l'accompagnement du PCDA, entendez par là le programme de compétitivité et de diversification agricole sur financement de la Banque mondiale, cette serre est aujourd'hui considérée comme un modèle dans la production agricole au Mali. Elle est asymétrique et conçue pour être adaptée à tout type de culture. Recouverte de plastique ou de filets d'ombrage, son système de fermeture des arcs permet une meilleure ventilation. Cette serre est surtout spécialisée et développée pour les climats tropicaux comme le Mali. Pour le coordonnateur du PCDA, cette visite suscite une belle opportunité pour sa structure. Cette visite des parlementaires de l'OTAN a été pour nous une opportunité pour montrer à ceux-ci que les fonds qui ont été alloués au projet dans le cadre du développement rural, dans le cadre de la valorisation de nos produits agricoles sont utilisés
pour générer des ressources. Le PCDA, de par ses objectifs, contribue à la lutte contre la pauvreté. Produisant de la tomate, les aubergines, le concombre, le melon, le poivron, le piment, entre autres, ils sont surtout destinés au marché local, à l'exportation ainsi qu'à la transformation. Ce qui traduit la devise du promoteur, c'est-à-dire le développement de l'Afrique passera forcément par l'introduction de techniques innovantes dans l'agriculture. Voilà un reportage signé Daouda Kamate et Cheikh Tidiane Koulibaly. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.